Je suis juriste au départ et j'ai fait ma thèse. Ensuite, j'ai fait une thèse de littérature sur Albert Cohen et le droit. En fait, sur Balzac, Proust et Albert Cohen et le droit. Et je voudrais un petit peu m'arrêter sur les liens entre le droit et la littérature chez Albert Cohen et donc les liens entre le droit et la littérature et le fait d'être étranger. Et notamment, donc, puisque ce thème de l'étranger est fondamental, il est si fondamental que Albert Cohen le place tout à fait directement dans le récit le plus important finalement de son œuvre, qui est le récit de sa conversion à l'écriture, lorsqu'il décide d'écrire, de devenir écrivain, à la suite de l'épisode du Camelot de Marseille. Vous vous souvenez de cette scène, tout le monde la connaît, au cours de laquelle donc l'enfant est assimilé à un étranger. C'est un antisémite qui, en fait, son discours assimile les juifs à des étrangers. Et donc après s'être fait expulser de la communauté nationale, il va errer dans les rues et décider qu'il écrira. Alors que cet épisode ait existé, qu'il n'ait pas existé, on ne sait pas. En tout cas, bon, l'important, c'est ce que Albert Cohen en a fait dans son œuvre. Il en a fait un récit fondamental. Et je retiens certaines choses. Je retiens d'abord cette injustice qui est faite à l'enfant, son exil forcé de la communauté nationale, et cette injustice, en fait, que l'on retrouvera et que Joël a bien montré, qui est liée au statut d'étranger dans toute l'œuvre. Donc ces figures de l'étranger recoupent les figures de l'injustice. La deuxième chose que je retiendrai, c'est que l'enfant veut apporter une réponse à cette injustice qui lui est faite, et la réponse qu'il va apporter, c'est l'écriture. Mais cette écriture, c'est la troisième remarque, elle a un but spécial, elle a le but d'abord de convaincre les antisémites de ne plus être antisémites, et aussi l'enfant a le projet de pardonner à ses offenseurs. Or, Albert Cohen, je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'écrivain adulte condamne l'enfant et estime que l'enfant est dans l'erreur et que, en fait, que c'est un petit imbécile qui est très naïf. Et en fait, bon, on peut interpréter cela comme la condamnation du pardon chrétien et le retour à la loi juive qui existe déjà dans Paroles juives que vous avez commenté, Alain Schaffner. Donc cette condamnation d'Albert Cohen, adulte, du projet de l'enfant est très importante, cette condamnation du pardon. Et voilà. Et donc en fait, Albert Cohen écrira des textes comme l'enfant l'avait projeté, mais ces textes ne seront pas fondés sur le pardon, ils seront fondés sur le droit et sur la justice. Cette question du droit sera liée à la question des étrangers et des juifs, pris dans leur rapport à la citoyenneté, puisque vous avez parlé du passeport, et notamment l'importance du passeport. Et d'ailleurs, André Benaïm a aussi écrit des textes magnifiques sur le passeport, et Jean Blot en parle aussi du passeport de Jérémie. Voilà. Donc, à quel moment Albert Cohen se détourne-t-il du pardon et opère-t-il un retour vers le droit? Alors, je pense que Cohen retrace sa conversion au droit et son abandon de l'idée du pardon dans une autre scène mythique, un autre récit, qui est le récit de la bar mitzvah, dans Carnet 1978, lorsqu'il retourne en Grèce et qu'il met en scène son grand-père qui lui fait découvrir la loi d'Israël. Et donc, dans ce récit tardif, Cohen présente implicitement cette visite au grand-père comme le moment fondateur de son intérêt pour la loi. Alors, je cite. Après le dîner, mon grand-père m'emmenait parfois dans sa chambre. Là, assis dans un imposant fauteuil, il me traitait avec une princière affection et même avec une sorte de considération, due sans doute à mon double droit d'aînesse, premier fils que j'étais de son fils aîné. Il me disait la beauté des lois et ordonnances de notre sainte Bible, me disait la grandeur d'Israël. Donc cet épisode s'oppose donc, tout en étant complémentaire, à celui du Camelot, puisque l'enfant, victime d'une injustice antisémite à Marseille, découvre ou approfondit sa connaissance de la loi, et ce qui ébranlera le goût de Cohen pour l'amour et le pardon d'inspiration chrétienne. Donc il s'agit d'une sorte de conversion, décrit un peu comme une conversion, et le poids de la visite au grand-père est renforcé par l'auteur qui peint cette rencontre en référence voilée
à l'épisode de Jésus parmi les docteurs de la loi. Puisque, donc on a l'impression qu'en fait, lorsqu'il va à la synagogue, il repeint un petit peu lorsque Jésus lui-même échappe à ses parents et se retrouve à la synagogue parmi les docteurs. Et on sait que Cohen s'identifie très souvent au Christ dans ses récits autobiographiques, et notamment dans le récit du Camelot, puisqu'il est sur une montagne, il va dire du haut d'une montagne qu'il leur pardonne, etc., qu'il les aime, aux antisémites. Mais si on prend l'ordre chronologique des récits fondateurs de Cohen, on s'aperçoit que Cohen fait le chemin inverse à celui du Christ. Il semble qu'il veuille corriger l'œuvre du Christ, puisque le Christ part de la loi juive et puis ensuite va aller sur le mont, lors du sermon sur la montagne, va au contraire prôner le pardon. En fait, le Christ ajoute la question du pardon à la loi de Moïse, et Cohen fait exactement le contraire, puisqu'il part de son goût pour le pardon à l'âge de 10 ans, et ensuite il découvre la loi 3 ans plus tard. Alors le chemin que décrit l'enfant allant de la parole du Christ, qu'il écrit. Vous vous souvenez aussi que lorsqu'il est dans les cabinets de Marseille, il écrit aimez-vous les uns les autres. Donc il va en fait s'éloigner sensiblement de cette approche chrétienne. Et on a l'impression qu'il va effacer un peu le sermon sur la montagne. Voilà. Je vais raccourcir un petit peu, peut-être simplifier. Donc on sait que que des paroles juives, en fait, le long poème d'Albert Cohen, l'auteur se range dans la tradition qui voit dans les béatitudes et l'ensemble du sermon sur la montagne une réécriture de la Torah. Le pardon, l'injonction de ne pas juger sont autant d'écarts à la loi. Et en somme, la scène de la bar mitzvah, qui suit de quelques années celle du Camelot, suggère que Cohen retourne à la loi et écrira de façon à corriger les déformations infligées par le Christ. De plus, cette inversion de parcours, ce retour au droit, présenté dans la scène de la bar mitzvah, est placé côte à côte avec un autre discours tenu par le grand-père. Le grand-père lui parle de plusieurs choses. Il parle de la loi, mais aussi il lui dit, il raconte à Cohen, Cohen raconte que son grand-père psalmodie les derniers versets du prophète Amos. Alors je cite, « Je ramènerai les captifs, mon peuple Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et ils les habiteront. » Donc en fait, dans l'épisode de la bar mitzvah, on met le droit en valeur, mais aussi en même temps, on glisse le retour à Israël, et comme si on voulait fonder l'idée sioniste qui court ensuite dans toute l'œuvre d'Albert Cohen. L'épisode de la bar mitzvah est donc aussi présenté comme l'événement fondateur de l'engagement sioniste de Cohen, ce qui constitue le retour à Israël par excellence, un retour non pas symbolique, mais aussi politique et inscrit dans l'histoire. Parce qu'en fait, Cohen joue avec les symboles, mais ensuite, quand il parle des passeports, quand il parle des visas, il fait toujours une espèce de lien entre la loi morale et puis en fait des lois concrètes. Souvent, c'est par la recherche d'images ou d'allégories qu'il va en fait réaffirmer un droit concret et une recherche du droit concret et une nécessité, une protection juridique concrète pour les étrangers. Il fait toujours ce lien, ce va-et-vient. Donc, si on a pu noter que l'œuvre d'Albert Cohen est une réponse à l'affront qu'il aurait subi à Marseille, ça a été noté depuis très longtemps par la critique, que toute l'œuvre d'Albert Cohen serait une réponse au Camelot. J'ajoute que cette réponse est en large partie fondée sur la notion de droit en réponse à l'injustice. C'est pourquoi dans le récit autobiographique de Cohen, on retrouve ces deux scènes fondatrices. Et voilà. Alors comment se manifeste concrètement cette réponse à l'injustice dans son œuvre? Je vois deux façons principales. Le personnage de Jérémie, donc je vais revenir sur le personnage de Jérémie, et ensuite la création de l'État d'Israël. Alors ici, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de traiter comment la création de l'État d'Israël, qui court en fait dans toute l'œuvre, dans les romans des années 30, est sous-jacente. Je la traiterai par écrit, dans la version écrite. Et je vais me concentrer sur le personnage de Jérémie, et je vous remercie d'avoir déjà bien posé les choses. Et donc, en fait, je considère que vous connaissez maintenant où se situe Jérémie. Et donc, je ne vais pas reprendre toutes les questions bibliographiques, et je vais simplement donner ma façon de voir les choses sur Jérémie. Alors, c'est un personnage fondamental.
et qui est magnifique pour moi. Ça, c'est mon point de vue, notamment dans Ézéchiel. Je pense que vous avez aussi une sorte d'empathie pour lui. La question du passeport, vous l'avez traité, bien connu, puisque Ben Haïm en avait parlé aussi. Lorsque Cohen crée le titre d'identité pour les apatrides après la guerre, on a vraiment l'impression qu'il a créé son passeport pour Jérémie. Moi, je pense que le Jérémie, il est encore plus que ça. Je pense que c'est le porteur du droit. C'est lui qui représente le droit dans l'œuvre d'Albert Cohen. On le sait notamment quand Solal se déguise en Jérémie et qu'il est dans la cave à Berlin et qu'il est porteur de la loi avec la mère, etc. Et ça a été déjà analysé par la critique. Mais voilà. Et je pense en fait que ce porteur du droit juif errant, qui est en même temps un juriste errant, répond au camelot de l'injustice. C'est deux camelots, c'est deux errants qui se répondent. Et il y a un errant qui est représenté, qui est considéré comme étant un camelot réel. On ne sait pas s'il a existé, mais il est présenté comme l'injustice réelle. Et répond quoi? La littérature. Et la littérature est plus forte que la réalité. C'est la littérature qui apporte le droit, par le personnage de Jérémie. Alors, la décision d'écrire que Cohen aurait prise à l'âge de 10 ans résulte de sa rencontre avec le camelot de Marseille et puis ses racines dans le constat d'une injustice. Cohen écrira donc. Or, donc, l'un des premiers personnages de fiction, cette fois que Cohen crée et met en scène, le pauvre juif apatride Jérémie, sera aussi un vendeur ambulant, mais quant à lui, un ambulant par obligation, puisqu'il est apatride. Or, si on l'observe bien, on s'aperçoit que ce personnage est porteur de droit, ce qui fait de lui donc, la réponse littéraire à l'injustice. Cependant, bon, il a déclenché aussi des réactions parmi le public juif en 1933. Les gens ont pensé que la pièce Ézéchiel était une pièce antisémite parce qu'il est peint de façon grotesque. Mais bon, on sait qu'il est peint de façon grotesque parce que déjà Gamaliel, le rabbin, explique que les juifs étant des êtres, les êtres de l'antinature, sont représentés comme ça, comme étant... voûtés, abîmés, etc., parce qu'ils représentent l'antinature. Voilà. Pourtant, voilà. Donc, en revanche, Madame Galperin, elle écrit bien que c'est une pièce qui célèbre l'acharnement à vivre du peuple d'Israël. Au contraire. Donc, en fait, pour moi, loin de diffuser une image dépréciative des Juifs, ce personnage est au contraire le premier porteur de droit dans l'œuvre de Cohen. Et d'abord, il y a une référence, vous en avez parlé, à Charlot, puisque Jérémie, avec son grand soulier éculé, fait penser au personnage de Charlot, à propos duquel Cohen avait écrit un article en 1923. Donc les points de convergence entre ce juif errant qui immigre en Amérique et les personnages de Cohen sont très forts. Dans l'article de 1923, Cohen insiste sur la différence entre la fécondité de Charlot et la bêtise de la bourgeoisie qui défend uniquement des règles creuses. Alors je cite, « Charlot se retire à la campagne, il sème, mais les défenseurs des règles l'arrachent à son grand travail irremplaçable. Soulevé par le col, les pieds ballants, il est traîné devant le comité de salut bourgeois que préside Jéroboam. Donc Charlot est condamné à mort et son sort d'exclu, qui est créateur, peut être rapproché de celui de Jérémie, qui, lui, est un semeur. Il sème la loi, il sème le droit, et qui est rejeté par les nations. Cohen marque ainsi une opposition entre le droit d'antinature porté par les Juifs et les règles qui ne font qu'habiller les comportements barbares, ici il prend la bourgeoisie, en les faisant passer pour du droit. Donc il y a déjà ce rapprochement entre, dès 1923, Charlot, le errant, qui s'oppose à des règles qui couvrent l'inhumanité et la barbarie de la bourgeoisie. On sait que la pièce Ézéchiel a déclenché donc les réactions d'indignation parmi les Juifs, mais il me semble que donc, Jérémie est un personnage extrêmement noble, et que d'ailleurs Albert Cohen avait été extrêmement meurtri par les accusations de ceux qui voyaient en lui l'auteur d'une pièce antisémite. Lorsque, en 1938, il fait réapparaître une seconde fois Jérémie, cette fois-ci dans le roman Manche-Clou, le narrateur fait une déclaration d'amour filial que vous avez lue tout à l'heure. Je peux la relire. Ce vieil
donc cette déclaration d'amour filial à son personnage, et du même coup, il montre combien Jérémie est lié à l'idée fondamentale et ancienne de l'écrivain, à savoir le combat de la loi contre la nature. Je cite, « Ce vieil Israélite de mon cœur, je suis son fils et son dévot. Changer sa valise de main, la poser à terre. Oui, son dévot, car il est de la race qui a proclamé l'homme sur la terre et combat à la nature. J'aurais tant de choses à dire, tellement plus importantes que ces histoires valeureuses. Il a tant de choses à dire, tellement plus importantes que l'histoire des valeureux, mais il est obligé d'écrire son roman, puisque c'est Gallimard qui lui demande d'écrire son roman, donc il écrit Manche-Clou, enfin, c'est ce qu'il raconte, hein, mais pour simplement dire qu'il aurait peut-être des choses plus intéressantes à dire, qui sont liées au personnage de Jérémie et à cette loi d'antinature, au combat contre la nature. Voilà. Alors ce Jérémie, qui est un juriste errant, alors que la rencontre avec le camelot réel de Marseille avait donné lieu à la révélation du désir d'écrire lié au souhait d'amender les méchants et de leur pardonner, l'introduction de Jérémie dans la pièce de théâtre Ézéchiel, qui est donc un marchand ambulant, est fortement marquée par le droit dès son arrivée, même enfin avant qu'il apparaisse. Avant qu'il apparaisse, le personnage de Jérémie, il est décrit. Et vous l'avez décrit, et je vais reprendre un petit peu la description. Il est décrit, et notamment lorsqu'on décrit la valise, en fait, on décrit le droit. Le fait qu'il porte des valises qui portent le droit. L'un des côtés de la valise évoque l'injustice, mais une injustice légale, puisqu'il s'agit largement d'injonctions administratives. Donc, émigrants, Varsovie, à désinfecter. Ça, c'est du droit, hein. C'est du droit à désinfecter, c'est une règle administrative, mais qui exclut. À refouler, à diriger sur le Lazaret, New York, indésirable, quatrième classe. Mais l'autre face de la valise fait référence à divers produits vendus par Jérémie, avec parmi eux des produits juridiques et moraux, qui peuvent être entendus comme autant de réponses à l'injustice faite aux Juifs, ou tout au moins qui peuvent être mis en contraste avec la face couverte de référence à l'injustice. Donc je cite, « Sur l'autre côté de la valise est collée la fiche suivante, gros caractères rouges et noirs. Archives de la Banque internationale et ambulante. Prêt sur gage, vente d'ouvrages de philosophie et de bijoux. Conseils juridiques et moraux, mariage, qui s'oppose à l'adultère dans toute l'œuvre. On fait la commission et les commissions. » Alors, certes, il existe un certain mélange des genres, donc c'est comique, et puis Cohen joue énormément sur les clichés antisémites. Mais lorsqu'il joue sur les clichés antisémites, en fait, je pense qu'il montre les États d'Israël, des Juifs. Certains États qui sont subis et qui résultent de l'histoire, comme l'activité de prêteur, par exemple. Mais il y a aussi, sur cette valise, d'autres caractéristiques des Juifs, comme cette fonction du judaïsme qui est de diffuser la loi. Donc, en fait, dans l'œuvre de Cohen, les deux personnages, le camelot et Jérémie, s'affrontent à distance. Les deux personnages ambulants qui s'affrontent à distance dans l'œuvre, le camelot réel, proférant l'injustice, et le fictionnel camelot de droit et de morale. Et ils apparaissent peu souvent sous la plume de Cohen. Cela constitue un contraste saisissant avec la plupart des autres personnages que l'on retrouve dans tous les romans, tels Solal, Les Valeureux, qu'on trouve partout. Mais le camelot antisémite, si l'on fait abstraction de quelques textes de 1945, apparaît tardivement et dans un seul ouvrage de Cohen, tandis que Jérémie, personnage fondamental de la pièce Ézéchiel, est présent uniquement une seconde fois dans l'œuvre, à savoir dans Manche-Clou. Ensuite, il réapparaît de façon indirecte dans Belle du Seigneur, puisque c'est déguisé en vieux juif errant à l'évite pouilleuse que Solal essaiera de se faire aimer d'Ariane. Voilà. Dans ce même roman, aussi Solal se déguise encore une fois en vieux juif errant, c'est-à-dire en Jérémie, lorsqu'il se rend dans le Berlin nazi, où il se fera sauvagement attaquer par les chemises brunes, et on retrouve encore l'opposition entre la barbarie et la loi. Donc dans les deux cas, Solal lie la présence du faux Jérémie à son amour de la loi, ce qui renouvelle la déclaration d'amour filial que le narrateur de Manche-Clou adresse à Jérémie. Alors c'est d'ailleurs
cette association de la figure de Jérémie à la notion de la loi qui explique sa rare présence dans l'œuvre. En effet, le vieux juif errant est une personnification de la justice, tout comme on pourrait dire que le Camelot de Marseille est une personnification de l'injustice. Les deux vendeurs ambulants sont sans doute les seuls personnages dépourvus d'ambiguïté dans l'œuvre de Cohen, puisqu'en général, Jérémie est tout au judaïsme, comme le Marseillais est tout à l'antisémitisme. Tous les autres personnages de Cohen, significatifs de Cohen, sont ambigus, carnavalesques, comiques. Ils sont ambigus à divers degrés. Même Salomon est ambigu, puisque de temps en temps, il est un peu attiré par les histoires d'adultère. Il dit que c'est joli, une femme qui n'aime pas son mari. Et là, Salomon fait partie des Juifs perdus par le judaïsme, pour le judaïsme, selon le mot de Mancheclou. Ainsi, malgré le peu de présence physique, puisqu'ils sont des personnifications de l'injustice pour l'un et de la justice pour l'autre, le Camelot et Jérémie représentent deux pôles fondamentaux dans une œuvre composée de fiction et de récits autobiographiques. Les deux genres se répondant, comme se répondent indirectement les deux marchands ambulants, celui du réel et celui de la fiction. Les deux personnages résument les principaux thèmes de l'œuvre et illustrent différents couples d'opposition qui structurent l'imaginaire et la pensée de Cohen, ainsi que sa pratique du droit dans les institutions internationales au sein desquelles il travaille. Le Camelot de Marseille survient au cours d'un récit autobiographique, alors que Jérémie est un personnage de théâtre, puis de roman. L'un est méchant et du côté des agresseurs, l'autre est bon et du côté des victimes. Le Camelot représente la force brutale qui s'exerce sans contrôle contre le faible. Jérémie, lui, illustre le sort des Juifs qui, telle la Banque internationale et ambulante, mentionnée sur sa valise, se voient contraints à l'errance, privés d'attaches nationales, étrangers, dotés d'attaches nationales précaires ou peu protectrices, comme l'a montré l'affaire Dreyfus. Puisque finalement, on a des Juifs qui sont étrangers, et puis on a des Juifs qui ne sont pas étrangers, mais qui sont mal protégés. Puisque même si on est titulaire d'un passeport, dans une démocratie d'Europe de l'Ouest, on n'est pas à l'abri de l'exclusion, comme l'affaire Dreyfus l'a montré. Donc, en somme, à une violence qu'il déclare avoir subie dans l'enfance, Cohen répond par la littérature, mais contrairement à ce que l'enfant idéaliste avait projeté, il s'agit d'une littérature porteuse de droit et non de pardon. Ce lien entre la littérature et le droit et le fait d'être juif et étranger est très étroit dans l'œuvre de Cohen et on le retrouve partout. Dans sa réponse littéraire faite à l'âge adulte, Cohen procède en même temps à une judaïsation de son œuvre et en même temps à une juridicisation, c'est-à-dire qu'il va apporter un peu plus de droit. Alors, je vais maintenant tâcher de conclure en résumant, parce que je crois que j'ai plus beaucoup de temps. Oui, voilà. Je pense que cette importance du droit qui est liée à la question de l'étranger à Israël et à la question des Juifs, on la retrouve déjà très tôt dans l'œuvre de Cohen, lorsque dans sa déclaration à la Revue juive en 1925, lorsque finalement il glisse vers le sionisme et la nécessité de créer un État d'Israël. Et dans cette déclaration, en fait, où il fait une déclaration en faveur du sionisme, il fait aussi une déclaration d'ordre littéraire, qui est un petit peu son programme d'écrivain, où il dit qu'il ne croit pas à l'art pour l'art. Il dit clairement, je cite, « Répudiant l'art pour l'art, nous ne croyons pas à la gratuité, et nous osons ne pas admettre que l'on puisse penser et créer avec désintéressement. » Et moi, il me semble que lorsqu'il place des propos juridiques qu'il oppose à l'injustice, il fait un peu œuvre de militant dans ses romans. Et cette œuvre de militant qu'on retrouve ensuite clairement dans la question du passeport, dans toute son œuvre après 1948, vous pouvez aussi la trouver dans ce que je développerai par écrit, dans toute sa préfiguration de l'État d'Israël, où les personnages de son œuvre imaginent un État juif, essaient de justifier la nécessité d'un État juif, et aussi
de temps à autre, notamment Manche-Clou, explique concrètement, juridiquement, qu'est-ce qu'un État et la différence entre un État et un simple foyer national juif, comme leur proposaient les Anglais. Donc il y a énormément de références juridiques qui font référence à Israël, à l'État qui vont être créés, et qui montrent en fait que je pense que c'est vraiment intentionnellement et de façon assez militante que ces questions de droit qui annoncent le passeport à Israël sont introduites dans cette œuvre de fiction. Voilà, merci.